Reprenons la suite de l'explication de la notion de surapprentissage, maintenant qu'on a compris ce que signifient les paramètres du réseau de neurones. Et la question qui se pose est comment on peut détecter le surapprentissage. C'est simplement en séparant les données en sous-ensembles. Le premier, il sera l'ensemble d'apprentissage, comme son nom l'indique. Il nous permettra d'entraîner et faire évoluer les poids de notre modèle. Et le deuxième, il sera l'ensemble de validation qui nous permettra d'utiliser, qu'on utilisera pour vérifier la pertinence de notre réseau et les paramètres de ce dernier. Et donc, ce processus d'avoir ces deux sous-ensembles de données, il nous permettra de détecter l'écart entre la performance de ces deux sous-ensembles, l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de validation. Et donc, on parle de surapprentissage quand on détecte justement cet écart et cet écart, on l'obtient quand l'erreur de prédiction du réseau sur l'ensemble d'apprentissage diminue, et alors que l'erreur sur la validation, sur l'ensemble de données de validation, il augmente d'une manière significative. Maintenant qu'on sait le détecter, comment on peut faire pour l'éviter? Alors, pour l'éviter, il va falloir premièrement disposer d'un grand nombre de données assez suffisant pour ne pas tomber dans l'overfitting, le surapprentissage. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui a poussé Imaginet à décider de lancer leur projet pour avoir une dataset qui permet de mettre ensemble le plus gros volume de données. Et donc, cela avait pris 3 ans pour télécharger des billions de photos sur Internet et les organiser. Alors, pour éviter ce surapprentissage, il va falloir utiliser aussi un nombre adéquat de paramètres et donc de neurones et de couches cachées. Et il est toujours recommandé de commencer avec des modèles simples, avec moins de paramètres en première approche. Parlons des paramètres de réseau de neurones. Il y a une question qui se pose de comment on définit ces paramètres, comment on pourrait attribuer à ces paramètres les valeurs, les bonnes valeurs pour avoir un bon modèle de prédiction. Eh bien, la solution est donc d'utiliser ce qu'on appelle backpropagation, qui est une technique qui consiste à déterminer comment la sortie du réseau varie en fonction des paramètres présents dans chaque couche du modèle. Pour cela, on calcule une chaîne de gradients indiquant comment la sortie varie en fonction de la dernière couche, puis comment la dernière varie en fonction de celle d'avant, etc., jusqu'à en arriver à la toute première couche de notre réseau. C'est simplement ce qu'on appelle la rétropropagation ou le backpropagation. Et donc, avec des calculs de gradients, on peut alors mettre à jour les paramètres de chaque couche de telle sorte à ce qu'ils minimisent l'erreur entre la sortie du modèle et la réponse attendue. Donc, comment on fait pour calculer la dérivée locale ou le gradient local? C'est simplement en faisant la dérivation de la sortie par les entrées, comme il est indiqué sur l'exemple. Alors, pour résumer, pour développer et entraîner des réseaux de neurones,
On commence par l'étape de forward propagation qui consiste à faire circuler les données de la première couche jusqu'à la dernière afin de produire une sortie Y. Et puis, on calcule l'erreur entre cette sortie et la sortie attendue. Et donc, après, on a la deuxième étape qui arrive, l'étape de backpropagation, la rétropropagation, où on mesure comment cette fonction Q varie par rapport à chaque couche de notre modèle, remontant à partir de la dernière couche vers la première. Donc, en remontant, on fait des gradients. Et donc, la dernière étape est la descente de gradient. La dernière étape est la descente de gradient, qui est un algorithme qui nous permet de corriger chaque paramètre du modèle afin de reprendre depuis la première étape. Et donc, quand on modifie les paramètres et on fait la backpropagation, on reprend de la première étape et on refait la forward propagation jusqu'à ce qu'on obtienne un bon modèle avec les bons paramètres, avec une erreur, avec le minimum erreur qu'il peut y avoir. Et donc, on a parlé de la descente de gradient. Qu'est-ce que c'est la descente de gradient? La descente de gradient est simplement un algorithme d'apprentissage qu'on utilise dans l'apprentissage profond et qui consiste à ajuster les paramètres W et B qu'on a vus précédemment de façon à minimiser la fonction Q et donc minimiser le coût global des erreurs. Cet algorithme de calcul de gradient de la fonction Q nous permet de savoir comment cette fonction y varie par rapport aux différents paramètres. Et donc, si elle augmente ou diminue. Donc, on peut savoir si notre fonction elle augmente ou elle diminue. Comment on le sait mathématiquement que si la dérivée est négative, alors la fonction elle diminue, et si la dérivée elle est positive, alors la fonction elle augmente. Et donc, on ajuste par conséquent les poids W pour réduire les poids pour réduire la fonction Q. Et donc, cet algorithme il nous permet en général de trouver le minimum de notre fonction. Et son principe est simple. Pour trouver le minimum de n'importe quelle fonction convexe, on utilise le calcul de dérivée. Il suffit d'effectuer des petits pas dans le sens de la descente jusqu'au moment où la pente s'annule. Donc, ces petits pas, c'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage ou le learning rate. Et c'est un hyperparamètre qui nous indique la vitesse à laquelle les coefficients évoluent. C'est une des méthodes les plus populaires à l'heure actuelle qui s'appelle ADEM, qui a un taux d'apprentissage qui s'adapte au fil du temps.